Voilà. Morgane, je te cède la parole alors. Merci Barbara. Voyez-vous ce que j'affiche à l'écran? Voilà. Alors, c'est bon, tu as partagé ton écran, toi? Oui, de mon côté, j'ai partagé mon écran. Est-ce que pour vous, c'est bien ça? Alors, est-ce que vous voyez son écran On le voit lui. Ouais, attends, vas-y. Essaye encore. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Quelque chose bouge. Ça bouge. Oui. Ouais. Voyez-vous cette slide, la stratégie dans un monde global? On voit la Terre plate. La Terre plate, c'est bien ça? Nouveau. Voilà. Bien. J'ai pris cette illustration parce qu'effectivement, elle représente un petit peu les a priori sur lesquels repose une partie de cette thèse et de cette thèse, et notamment ses apports en termes d'interculturel. Effectivement, comme Barbara vous disait, moi je suis formateur, je suis consultant, notamment en interculturel. Et dans le même temps, j'ai fini une thèse il y a maintenant quelques mois, une thèse qui était faite à l'Université Dauphine, sous la direction de quelqu'un qui travaille directement sur l'interculturel, qui est Jean-Pierre Segal. Jean-Pierre Segal étant un des membres fondateurs de l'équipe Gestion et Société de Philippe Diribarne. Donc l'équipe qui a fait Culture et Mondialisation, par exemple. Donc j'avais à la fois, c'est une thèse en gestion, donc avec un pied à Dauphine, et un ancrage fort dans le milieu de l'interculturel. Effectivement, j'ai la chance d'avoir eu plusieurs très bons retours sur cette thèse, à la fois dans des publications, puis à la fois dans des prix, notamment le prix Atlas AFMI, qui est l'association francophone de management international. Alors de quoi ça parle? Vous m'entendez bien, vous voyez bien? Tout est OK pour tout le monde? Tout va bien. Ouais. Merci. De quoi ça parle et comment je l'angle pour cette présentation ce soir? La stratégie dans un monde global, rationalisme universel ou influence culturelle. Ça part en termes interculturels, la question pourrait être la suivante. Quand on parle d'interculturel dans le management, bien souvent, on voit ce qui est à gauche ici, on parle des comportements, de la communication. Et dans les grandes entreprises qui se disent globales avec de grands guillemets, eh bien, on peut tolérer encore que ces comportements et ces communications puissent avoir des aspects culturels. Par contre, tout ce qui relève de la stratégie, des hautes sphères, des décisions stratégiques, ça, par contre, ça serait le fait d'un universalisme, d'un rationalisme d'homo economicus qui serait lui-même global. Et donc, au quotidien, la manière dont les gens travaillent, ça pourrait encore avoir un lien avec des cultures au sens large. Par contre, ce qui est de stratégie, ça serait purement de l'économie. La rationalité économique. Et en fait, la recherche que je vais vous présenter bat en brèche un peu cette vision-là. Et moi, je l'aborde sous un angle, dans cette recherche empirique, sous un angle très particulier, dont le mot un peu compliqué ou l'expression un peu compliquée, c'est les situations d'intégration post-acquisition par des multinationales émergentes. Alors, ça recouvre de réalités en fait très simples et qu'on voit très souvent dans les journaux. Une entreprise chinoise ou indienne ou russe ou d'autres nationalités, qu'on appelle le pays émergent, rachète une des sociétés françaises. Et c'est à ça que je me suis intéressé. Alors, ça a commencé pour moi il y a quelques années. Dans ce paysage que vous voyez, dans cette photo en noir et blanc, j'étais en Chine. J'ai vécu au Moyen-Orient il y a longtemps, en Chine au milieu des années 2000, et le cabinet de formation pour lequel je travaillais à l'époque reçoit un coup de fil de quelqu'un qui allait devenir un client pour nous, avec qui j'ai travaillé, et qui était un Français, expatrié dans le nord-est de la Chine, dans la région de Tianjin, dans ce grand nord-est de la Chine. Et par une journée glaciale du nord-est de la Chine en plein hiver, eh bien, je suis allé les voir dans leur bureau. Et la personne que je rencontre, un manager très senior, me dit qu'il est effectivement donc français, expatrié en Chine, mais contrairement à tous les cas de figure que je connaissais jusqu'alors, il n'est pas expatrié par une entreprise française, mais il est expatrié par une entreprise chinoise qui a racheté l'entreprise française pour laquelle lui-même travaillait.
cas de figure assez inédit qui allait se reproduire plus tard. Et cette expérience-là, donc, que je vais connaître avec lui plusieurs mois, je vais les accompagner en formation, etc., rejoint à l'époque, donc il y a maintenant une petite dizaine d'années, ce qu'on voit de plus en plus débouler sur la scène économique et managériale mondiale, ce qui est illustré par ce Rubik's Cube du monde qui se chamboule. C'est à la fois, bien sûr, les pays émergents eux-mêmes. Alors, je reviendrai sur ce que ça veut dire, c'est une théorie fourre-tout. Et au-delà même des pays émergents, ce sont ces nouvelles multinationales de pays émergents qui plantent leur drapeau sur des nouvelles parties du monde. Alors là, on reconnaît des gens bien connus, hein. Il y a notamment Mittal, qu'on connaît bien en France et en Europe, Tata, pour rester dans le monde indien, Cemex, qu'on voit au bout là-bas, entreprise mexicaine, au Brésil, des groupes comme Embraer, et puis bien sûr beaucoup de groupes chinois. C'est l'époque où, avec les Jeux Olympiques de Pékin, comme tout le temps dans l'histoire du monde, le pays hôte a l'occasion de promouvoir lui-même ses très grandes entreprises. Et si on se souvient, à l'époque, c'était quelques temps après que Lenovo, l'entreprise chinoise Lenovo, ait acquis IBM, du moins la partie PC d'IBM. Là, c'était vraiment un des grands, dans l'histoire économique récente, c'est un des grands renversements du monde. Une entreprise chinoise rachète ce qui était la première entreprise du monde, ou du moins une partie de la première entreprise du monde américaine. Donc, ce que je vis à cette époque en Chine, ça rejoint ces contextes économiques. En France, un tout petit peu après, eh bien, on voit apparaître dans les journaux des titres comme celui-là, ça c'était dans Jeune Afrique, le Maghreb rachète l'Europe. Et puis, beaucoup plus souvent, et ça c'est une parmi d'autres de The Economist, c'est la peur ou la menace des Chinois qui vont racheter le monde. Donc ça, c'est tout cet environnement, tout ce contexte des grands groupes, des grandes multinationales, de pays émergents qui s'internationalisent, bien sûr, et notamment rachètent ces sociétés, entreprises françaises, européennes et américaines. Au milieu de ça, il y a une question. Parce que dans les journaux, alors là, j'étais effectivement avec des gens du Monde j'étais en finale du prix de la recherche Le Monde. Les journaux s'intéressent et font des titres lorsqu'il y a des acquisitions. Mais derrière, on ne sait pas grand-chose, en fait. On ne sait pas grand-chose sur ce qui se passe après les acquisitions. Une fois que les entreprises chinoises ou indiennes ou autres ont racheté des boîtes françaises, qu'est-ce qu'elles font? Comment elles gèrent leur cible? On appelle ça en management, le mot est barbare, mais c'est comme ça. Il y a l'acquéreur et sa cible. Comment l'acquéreur gère sa cible? Et ça, c'est ma question de thèse. C'est en termes de sciences de gestion, les types d'intégration post-acquisition. Je ne vais pas être long, mais quand même, on est dans un monde de sciences de gestion. Alors, un tout petit peu de littérature de management. Et quand on travaille en cadre théorique, il y a d'innombrables modèles de matrices. En sciences de gestion, on adore les matrices à 4 cases, qui nous disent comment un acquéreur peut intégrer une entreprise qu'il vient de racheter. Celui-là, c'est un des modèles les plus connus. Et il nous dit deux choses. Il nous dit, quand un acquéreur achète une entreprise, pour l'intégrer, il y a deux questions. La première question à se poser, c'est la dimension à gauche verticale, c'est dans quelle mesure je vais structurellement intégrer la cible. La question, c'est est-ce que la cible, l'entité acquise, elle va rester indépendante, plutôt autonome, elle va garder son nom, son logo, elle va garder son équipe dirigeante, etc. Ou est-ce qu'on va l'incorporer dans le groupe acquéreur? Auquel cas, tout passera sous le nom de l'acquéreur. Et la deuxième question à se poser, c'est en termes opérationnels, en termes de coordination des activités. Est-ce que les deux entités vont faire leurs activités dans leur coin, ou est-ce qu'au contraire, on va coordonner plus ou moins d'activités entre elles? Donc, il y a une question opérationnelle, une question structurelle ou organisationnelle. Et comme dans toutes ces innombrables matrices de management, eh bien, ça nous donne plusieurs possibilités, avec en pratique 3 dans la littérature de management.
La première, la plus connue, c'est l'absorption. Et c'est le cas qu'on a quasiment tout le temps dans les entreprises occidentales, des pays développés, d'où le qualificatif ici de DMNE, de l'anglais, multinationales de pays développés, qui vont absorber. Ça, c'est le cas qu'on a quasiment typique tout le temps avec les entreprises américaines, qui rachètent et qui absorbent leurs acquisitions. Ils les passent à la moulinette de tout leur processus, de toute leur organisation interne. C'est, pour ceux qui sont familiers des lectures de Philippe Deribarne et de toute l'équipe de Culture et Mondialisation, c'est comme ça que le font quasiment toutes les entreprises françaises dans des pays en développement. Elles rachètent et puis elles alignent la cible, l'entité acquise, elles l'alignent sur leur propre procédure. À l'opposé, on peut le préserver. Pour des raisons spécifiques, on peut se dire que les pépites qu'on a achetées, on va la préserver telle qu'elle et qu'on y touche très peu. Et bien souvent, en fait, c'est un choix entre plus ou moins d'absorption, plus ou moins de préservation. Et ce que nous disent les premières recherches sur les multinationales émergentes, donc les MNE ici, c'est qu'elles, a priori, mais il n'y a pas beaucoup de recherches, elles seraient plutôt en termes de partenariat. C'est-à-dire vont laisser les cibles qu'elles acquièrent en autonomie, tout en coordonnant avec elles un certain nombre d'activités clés de cœur de métier. Donc voilà le minimum de base théorique, sachant que la case en haut à gauche n'est jamais apparue jusqu'ici dans la littérature, parce que tout simplement, quand on est des acquéreurs stratégiques, on ne fait pas de holding, ce qui serait la place en haut à gauche. Mais bon, je vais y revenir. Moi, j'ai travaillé comment? Bon, tout d'abord, tenter de voir à quoi correspondaient les pays émergents. Donc, il y a d'innombrables classifications, donc ça veut tout et rien dire. Et donc, moi, j'en suis tenu à une définition absolument basique et minimale. Pays émergents, c'est tous les pays qui ne faisaient pas partie de la triade, la fameuse triade, à savoir Japon, Europe de l'Ouest, Amérique du Nord. Bon. Et après j'ai fait le tri, mais par défaut, il y avait très peu de choix, c'est le choix minimal. Et j'ai réuni des données qualitatives, majoritairement des entretiens, sur 25 cas d'entreprises françaises rachetées par des multinationales de pays émergents. Ces 25 cas venant d'entreprises de 13 pays différents. Alors, ça peut paraître pas beaucoup dans un monde extérieur, et en fait, aujourd'hui, dans le monde, eh bien, c'est les volumes habituels. Les études comparables, c'est autour de 20-22 cas. Donc, à 25, je suis déjà très bien que ça soit encore par exemple que j'aurais voulu. Et donc, ces 25 cas, je les ai étudiés en détail pour voir comment les acquéreurs intégraient leur cible. Juste pour vous donner une idée du phénomène, en France, sur la période de référence que j'avais prise, les années 2000 à 2011, il y a, on le voit, une croissance exponentielle du nombre d'acquisitions par des multinationales émergentes. Mais ça reste très relatif puisqu'on est à peu près à 10%. Donc, quand on voit dans les journaux que la Chine rachète ceci ou cela, c'est incomparablement inférieur aux acquisitions par des entreprises américaines. Donc, à la fois, c'est très visible parce que c'est en forte augmentation, mais ça reste très, très, très relatif par rapport au poids économique des pays émergents. Et si on regarde dans le détail les pays d'où viennent ces acquéreurs, pas de surprise non plus, l'Inde, la Chine, la Russie, ça fait grosso modo la moitié, et le reste, c'est une ribambelle de pays qui vont de Singapour, Qatar, et puis plus loin la Tunisie, la Malaisie ou Taïwan par exemple. Je vous passe les détails, vous avez ça un petit peu sous les yeux. Alors, qu'est-ce que je trouve? Souvenez-vous, j'avais 25 cas. Eh bien, sur les 25 cas que j'ai pu analyser, il y en a 14 qui, effectivement, relèvent d'une approche partenariale, donc qui est typique, assez typique des multinationales émergentes, très, très, très différente de ce que font habituellement les multinationales dans des pays dits, entre guillemets, développés, Europe de l'Ouest et Amérique du Nord. Certains vont faire de l'absorption, certaines préservations, et, chose étonnante, des cas qu'on n'avait pas trouvé dans la littérature jusqu'ici, de la case en haut à gauche. Les partenariats, j'avais distingué en sous-catégories. Et puis, on va voir qu'il y a un cas de prédation
Alors, en cas de prédation, ça n'a rien à voir. C'est ce qu'on peut craindre parfois dans les journaux. Vous savez, par exemple, les Chinois nous rachètent, c'est pour nous voler la technologie. Les Indiens nous rachètent, c'est pour nous prendre notre outil de production et l'envoyer en Inde. Il y avait eu il y a quelques années un film italien que vous avez peut-être vu, qui s'appelait L'Étoile imaginaire. C'était un film où un ouvrier italien, dans une usine italienne, se faisait racheter par des Chinois. Et effectivement, les Chinois démontaient l'usine pour l'envoyer en Chine. Et cet ouvrier italien allait lui-même en Chine à la poursuite, entre guillemets, de cet outil industriel. Mais on se rend compte dans la réalité que les prédations sont très très peu nombreuses. Et là, c'était une histoire qui est passée dans les journaux. Je peux en raconter un tout petit peu. C'était une usine de contreplaqué en Normandie qui s'est fait racheter par un entrepreneur libanais officiellement basé au Ghana. Et très très vite, les syndicats avaient brandi les drapeaux rouges. Ils avaient raison parce que cet entrepreneur libanais n'était pas intéressé par l'entreprise française, mais par ses possessions forestières en Afrique centrale. Et quelques mois après, il a complètement mis en liquidation l'entreprise française en gardant les forêts, notamment en Gabon. Donc c'était un cas typique de prédation. On n'est pas du tout intéressé par l'entreprise, mais par certaines de leurs ressources. Pour le reste, qu'est-ce qu'on a? En termes managérial, premier cas de figure, ça c'est pareil, c'est un peu dans les journaux dont je peux en parler, je peux dire le nom, c'est Cemex. Cemex, les Mexicains du ciment qui ont acheté des sites en France. Et là, ce qu'on me dit dans les entretiens, c'est que la volonté du groupe, Cemex, a été de mettre le plus rapidement possible les nouvelles entités françaises dans son modèle. Et les gens me disent, ouais, c'est un modèle américain. Ça correspond exactement à l'image typique qu'on a des groupes américains qui font des acquisitions. Donc là, c'est à peu près 200 employés Cemex du monde entier qui, pendant 6 mois, sont venus en France aligner tous les sites français sur les méthodes de gestion et de production du groupe mexicain. Typique de l'absorption. On a des cas de préservation. Type, je fais un reporting tous les mois, mais c'est tout, ça n'a rien changé du tout. Là, c'est un cas dans un monde complètement différent. On est dans le monde du vin. On est dans le monde du vin, racheté par des Indiens, et ça semble assez logique. Le groupe indien, ou plutôt l'acquéreur indien, un richissime indien qui est actif dans plein de secteurs d'activité, pour se faire plaisir, a racheté une entreprise française, prestigieuse dans le monde du vin, mais en ne pouvant rien y faire de très concret, parce que le marché indien est assez balbutiement. Pour vous donner une idée, il y a quand même l'entreprise indienne qui communique sur le vin, et sur la première page du site web indien, il y a une définition du vin. Et on y explique que le vin est une boisson faite à base de raisin. Ça vous indique la maturité, le niveau de maturité du marché indien en ce qui concerne le vin. Donc, l'entreprise française qu'ils ont rachetée, ils n'y touchent pas. Et ils continuent de manière complètement autonome. C'est une pure préservation. Après, plus intéressant, et là, on rentre vraiment dans l'interculturel. Pour la première fois dans des études d'envergure comme ça, on rencontre de manière empirique, réelle, sur le terrain, le quatrième type. Le quatrième type qui est une drôle de situation. Une drôle de situation. C'est des gens, par exemple, dans les chemins de fer, plutôt les éléments de train, qui me disent, un dirigeant qui me dit, c'est une économie planifiée, dirigée. Il n'y a aucune place à l'autonomie. Dans un tout autre secteur, dans une sorte d'épicerie de luxe, là je peux le dire parce que c'est dans les journaux à nouveau, c'était le cas de Ediard, place de la Madeleine à Paris. Ils ont 8 dirigeants en chinois en 3 ans. L'actionnaire russe, dès qu'il rencontrait un nouveau manager, lui disait « Tiens, toi, tu vas diriger la boîte française ». Et il y a eu un turnover de dirigeants absolument effroyable sur ces 3 ans, avant que ça se finisse en catastrophe. Et c'est très intéressant, c'est que dans ce cas de figure, c'est un rapport de pouvoir exacerbé du nouvel acquéreur sur le dirigeant de la société française, qu'il place en mode suggestion. Il n'y a aucune autonomie, il y a un contrôle extrêmement fort, il y a une autorité personnelle
extrêmement forte, et en même temps, il n'y a aucune coordination d'activité, il n'y a aucun développement d'activité. Donc, c'est une situation paradoxale où les dirigeants d'entreprises rachetées françaises n'ont aucun pouvoir de décision, et en même temps, on ne leur dit pas ce que faire. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce cas paradoxal, c'est, dans mes données, uniquement le fait des acquéreurs russes. Alors, Et ça m'a mis la puce à l'oreille à cette époque sur une influence culturelle sur ces choix stratégiques. Et ça, j'ai à me dire. Et enfin, les modes partenariats, sont des approches légères, mais évolutives. Ce sont des approches dans lesquelles les entités rachetées sont largement autonomes, très peu impactées au niveau structurel, c'est-à-dire le nom reste, l'équipe de direction reste, mais l'acquéreur va coordonner de manière sélective certaines activités, sous deux angles. Le premier, c'est le cas que je vous évoquais au départ. Et là, j'ai mis le verbatim à nouveau. Par exemple, il est décidé de développer en Chine un site de même capacité et technologie que les sites en France. Donc là, l'acquéreur dit aux Français, vos usines en France, elles sont très bien et elles continuent. Et nous, ce qu'on veut, c'est que vous fassiez la même chose, les mêmes sites industriels en Chine. Deuxième possibilité de partenariat, c'est sur le développement international. Là, c'est un cas tunisien, par exemple. L'acquisition nous permet de vendre dans 80 pays, ce qui était impossible avec une marque tunisienne. Là, on est dans le secteur des sous-traitants automobiles. Et l'acquéreur tunisien va se servir, entre guillemets, de son entité française rachetée, comme d'une plateforme, d'un tremplin pour se développer à l'international. J'ai connu d'autres cas dans le monde pharmaceutique, par exemple, où un groupe chinois qui avait racheté une entreprise française demandait à l'entreprise française elle-même de s'internationaliser pour le compte de l'acquéreur. Et l'entreprise française ouvrait elle-même sa filiale en Chine, à Hong Kong et à Shanghai, quand bien même maintenant elle appartenait à un groupe chinois. Et donc là, c'est vraiment une internationalisation à travers et grâce à la cible. Donc d'un côté, on a un partenariat qui vise le transfert de connaissances, de savoir-faire, etc. Et de l'autre, on a des partenariats qui servent à faire un tremplin sur les marchés internationaux. Et tout ça, c'est évolutif. Au bout de 3-4 ans, si ça se passe bien, le partenariat se renforce et on va faire du transfert et du tremplin. Et c'est quasiment systématique. Entre 3-4 ans, il y a une inflexion forte et on passe à un mode synergie. Ce qui est intéressant, c'est de voir, ça c'est un peu statique, puis c'est très management. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi. Pourquoi ils font comme ça? Alors ça, je vous passe les détails, mais c'est ce qu'on appelle en management les déterminants du choix. Les raisons qu'il y a derrière ces choix. Alors on peut, je vous passe les détails du modèle, mais on peut regarder l'environnement, l'environnement économique global ou le secteur lui-même. On peut regarder les caractéristiques de la cible, de l'entité rachetée. Tout ça est très varié. Il n'y a pas de... les données ne produisent absolument aucune corrélation entre ces éléments et les choix d'intégration. Ce qui apparaît, c'est finalement la plus grande récurrence, c'est les caractéristiques de l'acquéreur et surtout, son pays d'origine. Et c'est là que cette thèse revient, parce que ce n'était pas son choix de départ, cette thèse revient sur du management interculturel, sous l'angle un petit peu plus particulier de ce qu'on appelle parfois l'héritage administratif. C'est les routines incorporées dans les choix stratégiques des dirigeants, ou les business systems, comment l'environnement d'une entreprise multinationale influe sur son évolution. Et c'est par ces concepts-là que l'interculturel revient en force dans les choix stratégiques. Je vous montre ce tableau. La stratégie dans un monde global, est-ce un rationalisme universel ou des influences locales? Vous avez ici sur le tableau l'ensemble des cas en fonction du pays d'origine des acquéreurs. Donc, vous voyez Chine, RPC, Inde. J'ai beaucoup de cas malheureusement où j'ai un seul cas par pays, donc ceux-là ne sont pas significatifs.
j'ai 3 pays pour lesquels j'ai des données multiples, la Chine, l'Inde et la Russie. Et vous voyez en colonne les différents types d'intégration. Et ce qui est frappant, c'est de voir que de manière très constante, toutes les entreprises chinoises dans mes données optent pour un mode partenarial. Dans des secteurs complètement différents, des configurations économiques complètement différentes, des entreprises qui se portaient bien, des entreprises qui étaient en faillite. Des choses très différentes. La seule chose qui est stable, c'est la nationalité de l'acquéreur. Les Indiens optent pour des partenariats ou des préservations. Donc, c'est-à-dire des modes de toute façon très peu intégrés structurellement. Et alors, le cas le plus frappant, c'est la Russie, où là, toutes les Russes et seulement les Russes optent pour un mode suggestion. Donc, on se dit, l'effet du pays d'origine est très fort. Comment marche cet effet? On peut l'expliquer par plusieurs choses. Moi je l'ai exploré, je l'ai analysé par deux approches qui sont très interculturelles au sens de Philippe Diribarne et de toute son équipe. Et dans un premier temps, ces choix d'intégration, je les éclaire par ce que j'appelle les imaginaires stratégiques d'action. C'est, de manière largement consciente mais très forte, notre rapport au monde, notre rapport à l'action. Ça, je vous ai présenté, je vous prends des extraits de l'analyse. Je vais vous mettre en regard à gauche des verbatims d'un DG chinois, une entreprise française du l'Est de la France que j'ai rencontré. On a fait les entretiens avec une collègue chinoise, donc c'est un chinois mandarin à l'origine. Et dans le même temps, ce que nous dit la littérature de management interculturel sur la stratégie chinoise. Ici, c'est un article de Srivastava et Persson qui ont même travaillé sur les travaux de François Julien. Julien est un sinologue très connu. Et à partir de ces travaux, en termes managériels et stratégiques, eh bien, on nous dit que la perspective chinoise, la stratégie chinoise, c'est pas de conduire un changement avec tambour et trompette, mais c'est l'art discret de la transformation. Ce qu'il faut, c'est tirer le meilleur de la situation, être efficient, déceler le potentiel de la situation et influer sur cette situation de manière très patiente, graduelle et relativement peu visible. Et bien en même temps, quand ce DG chinois rencontrait, quand il gérait cette entreprise française, quand il me parlait notamment des relations qu'il avait eues avec les syndicats, les négociations salariales en France, il me disait des choses comme ça. Nous avons ajusté à 20% parfois. Ils ont eux-mêmes, les Chinois, mis 20% de leurs décisions, puis ils ont laissé les Français beaucoup décider. Si nous avions fait 30%, ils s'y seraient opposés. Il me dit, c'est la pensée du delicacy management. Comment tirer ce qui est subtil à changer? C'est-à-dire comment faire changer les choses de manière subtile mais déterminée. Delicacy management, c'est un concept japonais à l'origine, très, très, très utilisé par les entrepreneurs, les entreprises et donc les dirigeants chinois aujourd'hui, quasiment absent du vocabulaire de management occidental. C'est exactement ce monde de l'efficience. Je ne change pas de manière abrupte et radicale, mais par contre, de manière très déterminée et dans le long terme, je laisse infuser des changements. Et je les infuse moi-même. Morgane, tu sais quoi, ouais. Excuse-moi de t'interrompre, on a plus que 5 minutes et je me sens déjà frustrée là. Moi, je finis en 5 minutes, ça marche? Il est 30, ça te va? Oui, écoute, voilà, il est 30, il nous reste, ils vont nous lâcher là dans 5 minutes. D'accord. Très rapide? Oui, vas-y. De ce DG chinois. Regardez, dans une phase d'intégration, il n'est pas possible de prendre des mesures fortes. C'est complètement à l'opposé de ce que dirait un DG américain ou ce qu'on dit dans les MBA ou les business schools. La situation est comme ça. Ensuite, nous nous y infiltrerons. La littérature chinoise et les sinologues sur le modèle de l'eau qui agit en s'immisçant patiemment. Et en fait, si on regarde précisément, et ça j'ai passé beaucoup de temps avec ma collègue chinoise à décrypter les caractères chinois et leur signification ici, eh bien Shento, quand ce DG chinois nous parle de sa manière de manager, il nous dit ici, Shento, c'est exactement le modèle de l'eau. C'est qu'il fait le changement comme de l'eau qui s'infiltre patiemment dans la terre. À aucun moment on voit que ça change.
mais à un moment donné, la Terre est complètement imbibée d'eau. Voilà. Et donc, cette stratégie, entre guillemets, chinoise millénaire, on la retrouve à l'œuvre dans un mec qui dirige 300 personnes dans des pièces de tracteurs dans l'est de la France. Et ça, de manière plus générale, pour faire un background plus global, ça renvoie à des imaginaires politiques. Donc là, c'est vraiment indirectement des mots et des concepts de Philippe Derribard, des imaginaires politiques, où on voit que la manière dont les États ont administré par le passé des empires, c'est exactement la manière dont aujourd'hui les multinationales de ces mêmes pays gèrent leurs acquisitions à l'étranger. La France était un empire centralisé, les entreprises françaises sont centralisées. Le Japon des années 40 était un empire où il y avait énormément de Japonais, de militaires japonais expatriés. On retrouve exactement la même chose dans les entreprises japonaises aujourd'hui. Et par rapport à mes sujets d'aujourd'hui, les approches de type suggestion russe, c'est ni plus ni moins que l'exacerbation du pouvoir et d'un rapport de force qui est une constante de l'histoire russe, qu'on ne voit que trop bien avec Poutine aujourd'hui. L'approche partenariat chinoise, c'est une approche qui est beaucoup plus sur l'influence, le contrôle indirect et l'apprentissage, qui est une des marques de fabrique de l'empire chinois historique, qui colonise très peu et qui ne convertit pas, mais qui influence et qui domine indirectement. Et de la même manière, les approches légères, donc partenariat et préservation indienne, c'est exactement la diversité organisationnelle indienne, qui est un pays composé d'une myriade d'entités politiques qui ont encore une cinquantaine d'années. C'est vraiment intéressant ce que tu dis là. On attend l'article final que tu publieras, qu'on puisse lire tout ça facilement. Il y en a, alors pour l'instant, les articles ont été il y a 2 articles, ils ont été très bon élève, en quelque sorte, sciences de gestion. Ouais. Quand on est un jeune chercheur, il faut être prudent. Ce qu'on m'a dit plusieurs fois, c'est déjà, là je suis à la limite de ce qu'on peut tolérer et dire dans un monde de sciences de gestion. On est un petit peu à la frontière. Au-delà, on tomberait dans de la philosophie ou des approches un petit peu trop soft. Mais oui, j'ai bon espoir de pouvoir publier ces choses-là, notamment cette dernière diapositive que je vous laisse. Là, j'ai très bon espoir de pouvoir en faire un article plus costaud. Écoute, je suis vraiment gênée parce qu'il y a plein de questions qui arrivent, qui viennent à l'esprit et on va se faire couper. Est-ce que tu nous envoies les références des articles, des choses pour qu'on puisse poursuivre? J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et en interculturel en tant que tel aussi, hein, tu as vu comme quoi la philosophie, les modes de pensée qui est un peu notre savoir-faire et nos connaissances quand même, c'est intéressant de parler aux gestionnaires, pour utiliser ce mot-là. On est interculturaliste et tu l'es aussi, hein, Morgane. Il faut continuer à défendre cela, je trouve. Bon, moi je voulais remercier Morgane de t'être prêtée à ça, à notre première téléconférence. Peut-être que tu as des références ou des choses qu'on peut peut-être envoyer aux gens qui étaient là ce soir. Oui. Voilà, je vois George, Verena, Vincent. Peut-être que vous pouvez m'envoyer un mail et puis on pourra faire circuler des informations. Et on attend donc la prochaine publication là, parce que c'est vraiment passionnant, je trouve, ce que tu nous as dit là. Merci Barbara, je t'envoie un mot. S'il reste quelques minutes pour des questions, des commentaires, j'en suis très, très preneur. Je crois qu'il est 36, 37. Ouais, on a quelques secondes et il nous donne du rap quelquefois, il faut sauter vite. Hein. D'accord. C'est toi qui gères le timing. Ça va? Est-ce qu'il y a des choses là, mais au risque de se faire couper? Ouais. Merci Morgane.